Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'auditorium Michel Laclotte du Musée du Louvre. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une conférence Musée en mouvement qui porte sur un album très important conservé au cabinet des dessins du département des arts graphiques du Musée du Louvre, l'album d'Italie d'Anne-Louis Giraudet. Cet album rassemble les feuilles des carnets de voyage de l'artiste, des dessins réalisés lors de son séjour italien, puisqu'en 1789, Anne-Louis Giraudet obtient le Grand Prix de peinture et part donc à Rome où il pense rester 4 ans. En réalité, il passe plus de 5 ans en Italie et parcourt tout le pays. Au fil de son séjour, il va dessiner les lieux, les paysages, les œuvres qui attirent son regard. Et c'est donc tout l'itinéraire italien d'Anne-Louis Giraudet qui ressurgit dans cet album d'Italie. Pour nous en parler, nous accueillons Laura Angelucci, qui est historienne de l'art, ingénieure d'études et chargée de recherche au département des arts graphiques du Musée du Louvre. Laura Angelucci a participé à de nombreuses publications et expositions du département des arts graphiques. Elle a été notamment la co-commissaire de l'exposition Giulio Romano en 2012, exposition qui est devenue une exposition de dessin au Louvre qui est devenue une grande exposition à Mantoue. Et elle a également été la co-commissaire de l'exposition des dessins du Parmigianino en 2015-2016. En 2019, elle a publié l'inventaire des dessins d'Antoine Gengros au Louvre et le carnet Meurikoff, qui est l'un des 2 seuls carnets de portraits d'Antoine Gengros qui a été publié en 2022. Nous sommes ravis de l'entendre aujourd'hui. Et avant de lui céder la parole, je veux remercier les équipes de l'auditorium, Luc Bougnol-Lafont, son directeur, mais aussi Valentine Gay et Émilie Declercq, qui ont beaucoup œuvré à cette conférence. Je vous remercie. L'album que vous venez de voir est un album factice, un recueil comprenant 68 feuilles dessinées pour la plupart au recto et au verso. Ces feuilles proviennent d'un ou de plusieurs carnets de voyage exécutés par le peintre Anne-Louis Giraudet en Italie pendant son séjour effectué entre 1790 et 1795. Il s'agit d'un très riche ensemble de dessins qui compte à peu près 130 pages d'études et d'esquisses, des copies d'après l'antique et d'après les maîtres du XVe, du XVIe et du XVIIe siècle, des vues et des paysages qui nous montrent clairement quelles furent les œuvres d'art, les collections et les lieux qui suscitèrent l'intérêt de l'artiste pendant son voyage en Italie. Acquis par le musée du Louvre en 1976, l'album d'Italie de Giraudet est resté pendant très longtemps en dépôt dans les collections du musée Giraudet à Montargis, avant d'être répatrié dans notre musée en 2013. Et bien que connu par les spécialistes de l'artiste, il n'a jusqu'à présent jamais fait l'objet d'une étude exhaustive portant sur l'ensemble des dessins qu'il contient. En effet, mis à part les feuilles publiées par Chiara Sabateri en 2005 dans un article très important qui nous renseignait sur la méthode d'étude de Giraudet en Italie et sur sa relation à la tradition artistique locale, où les dessins reproduits la même année
par Maria Teresa Caracciolo dans un important essai sur les albums italiens des artistes de l'atelier de David, l'intérêt pour ce recueil a concerné seulement quelques feuilles de l'album, des feuilles qui sont en relation avec des œuvres de l'artiste ou des feuilles qui sont en relation avec les carnets d'Italie d'Antoine Gingras que j'ai publié en 2019. Récemment, à l'occasion de la très belle exposition qui a été organisée par les musées Girodet à Montargis, a été exposition consacrée à Gros et à Girodet, Amandine Royer a à nouveau présenté quelques feuilles de notre album dans une étude comparative de l'art graphique de Gros et de Girodet. Aujourd'hui, le but de ma présentation est de vous montrer les résultats des recherches que j'ai menées en vue du catalogage de toutes les feuilles de l'album, des recherches qui seront prochainement publiées dans un article qui est en cours de finition. L'album du Louvre mesure 20 cm environ de hauteur sous 23 de largeur et a une épaisseur de 3 cm environ. Il présente une reliure avec une couverture cartonnée rouge qui imite le cuir. Ces plats, les plats supérieurs et les plats inférieurs, sont décorés par un encadrement à double filet doré avec, vous le voyez sous chaque angle, des rondelles dentelées et dorées. Les coins de l'album sont repris en cuir rouge et les cuirs rouges couvre aussi les dos longs de l'album. Dos de l'album qui est lui aussi décoré par des fleurons stylisés qui sont séparés par des bandes de filets dorés. Au revers du plat supérieur de l'album, il y a une étiquette cartonnée qui est collée avec une bande de ruban adhésif transparent où est annoté à la plume et l'encre brune carnet de voyage des Girodet, Italie 1790-1795. Au-dessus, au graphite, d'autres informations, les numéros de classement de l'œuvre dans les collections du Louvre et l'indication de la provenance de l'album, dont sous réserve du fruit 1976. Au revers du plat inférieur est collée tête bêche une étiquette que je retourne pour vous la rendre lisible, qui indique les noms donc, du marchand papetier auquel il faut rattacher l'album. Marchand papetier Prouvaire de Pommery, dont les magasins se trouvent au 60 rue Neuve de Pétichamp. L'album d'Italie du Louvre a appartenu à Antoine César Becquerel, parent, ami et exécuteur testamentaire de Girodet. À l'écran, vous voyez son portrait réalisé par l'atelier Nadar autour de 1875. Alors, Becquerel a sûrement composé l'album dans la volonté de réunir des dessins de l'artiste qui était alors en sa possession, qui provenaient d'un ou peut-être de plusieurs carnets démembrés de même type. Ces feuilles, dessinées à la plume, rehaussées au lavis, au crayon ou plus rarement dessinées à l'aquarelle, sont des papiers de dimensions analogues qui vont de 13 à 13,5 cm d'auteur sous 8,5 cm de largeur. Vu les dimensions réduites de ces feuilles, nous pouvons affirmer qu'à l'origine, elles étaient reliées dans un ou plusieurs petits carnets de poche que l'artiste devait avoir avec lui en Italie. Ces feuilles dans l'album sont rognées pour que les bords de fait des pages déchirées de l'album apparaissent plus nettes et sans barbe, et sont rapportées l'une après l'autre, collées aux angles, mais aussi fixées selon le long d'un bord, ou simplement par de petites fixations sur l'aine des côtés courts. Au recto, ils sont fixés au recto des 60 premières pages de l'album. Donc l'album en compte en tout 92. Alors, comme Becquerel a eu ces dessins, il nous est aujourd'hui impossible de les dire, mais nous pouvons cependant avancer plusieurs hypothèses. Il se peut que Becquerel ait eu ces dessins directement du peintre ou des héritiers légaux du peintre. Donc, je pense à Rosine Girodet, qui était la nièce de l'artiste, et à son mari, Denys-Étienne Becquerel de Preux, qui était cousin d'Antoine César. Mais il se peut aussi que Becquerel ait pris possession de cet ensemble de dessins après la vente des tableaux, esquisses et dessins du maître, organisés à Paris en avril 1825, quelques mois après le décès de l'artiste, en acquérant probablement une partie du fonds de l'atelier de Girodet qui était resté invendu. Quel que soit
la provenance de ces feuilles, il faut rappeler tout de suite qu'elles représentent les reliquats d'un très riche ensemble de dessins documentés à la mort du maître, survenu le 9 décembre 1824 et aussitôt dispersés. Comme l'atteste l'inventaire des successions établi immédiatement après le décès de Girodet par Rosine Girodet, donc nièce de l'artiste, et son époux, Denis-Étienne Becquerel de Preux, qui était cousin d'Antoine César, je le rappelle encore, dans la maison de l'artiste, située au 85 rue Neuf Saint-Augustin, s'est trouvé 27 albums inscrits sous le numéro 367 de l'inventaire, dont la valeur était estimée à 100 francs. Or, dans le catalogue de la vente de l'atelier du maître, qui se déroule dans la maison de l'artiste le 11 avril 1825, donc peu après, parmi les nombreux lots de tableaux, esquisses, dessins et croquis du peintre, ne figurent que 23 albums qui sont inscrits sous le numéro 347 de la vente. Vous lisez 23 livres de croquis, dont un riche en études de composition et paysage et un de la main de monsieur le baron Gros. On peut donc affirmer que à ce moment-là, déjà 5 albums de l'artiste manquent à l'appel et un nombre imprécisé de feuilles éparses qui proviennent de plusieurs et différents livres de croquis figurent à cette même vente au lot numéro 335 où on lit plusieurs feuillets des livres de croquis de la jeunesse de M. Girodet, croquis, études et compositions, paysages, caricatures, etc. Ces livres sera divisé. Au fil des siècles, la dispersion des albums de Girodet n'a pas arrêté et a entraîné la perte de la quasi-totalité de cet ensemble. Et aujourd'hui, on peut dire que les carnets des peintres se comptent sur les doigts d'une main. Parmi les peu d'albums qu'on conserve, seul l'album factice du Louvre comporte un ensemble si important d'études, de copies, de vues et de paysages dessinés par l'artiste en Italie sous la Révolution. Ce bel ensemble est complété par quelques feuilles d'un autre carnet que l'artiste avait sûrement en Italie avec lui, un carnet cette fois-ci de format oblong qui fait 14 cm d'auteur sous 23 à peu près de longueur, un petit carnet qui ne compte que 44 feuilles. Ce carnet, il est conservé à la Bibliothèque nationale de France et dans ce carnet, on retrouve tant des études après l'antique, tant de vues des Roms, ainsi qu'une série assez impressionnante et très poignante des paysages montagnards où l'expérience de la nature devient souvent une sorte d'expérience introspective, qui sont sans doute en relation avec la traversée des Alpes que l'artiste accomplit lors de son voyage d'aller et de retour entre la France et l'Italie. Alors, l'étude de tous ces dessins non seulement fournit un important témoignage visuel du long et complexe périple accompli par Girodet en Italie sous la Révolution, mais apporte sûrement un complément inédit à la connaissance des intérêts développés par l'artiste pendant ses 5 ans de permanence dans la péninsule. Je le rappelle, entre avril 1790 et octobre 1795. Mais avant d'examiner en détail les copies, les vues, les paysages et les diverses esquisses qui sont contenues dans notre album, rappelons, sans trop nous y attarder, les circonstances de ces longs séjours. Et essayons de retracer les étapes principales du voyage transalpin de Girodet, un voyage rendu par les circonstances de la guerre extrêmement complexe et périlleux, que l'on peut désormais reconstituer avec une grande précision grâce aux recherches documentaires qui ont été menées par les spécialistes du peintre. Je pense avant tout à Sidonie Lemeufreto, mais aussi à Bruno Schénick, qui, à l'occasion de l'exposition monographique que le Louvre a consacrée à Girodet en 2005, en collaboration avec le musée de Cleveland, a rédigé une très pointue biochronologie de Girodet établie sur la seule base documentaire. Élève de David dans les célèbres ateliers où se forment en même temps des artistes comme Fabre, comme Gros, comme Vicard. Après 3 participations différentes au Grand Prix de l'Académie de la peinture, en 1786, 87 et 88, l'été 1789, Girodet est enfin proclamé lauréat du Grand Prix de la peinture. Peu après,
À la mi-avril de l'année suivante, il quitte Paris pour aller à Rome, où il pense séjourner pendant seulement 4 ans, comme il se doit pour un pensionnaire de l'Académie de France. Âgé de 23 ans, donc à l'écran, vous avez un joli portrait de l'artiste qui est conservé dans les musées de Cleveland. Il part pour l'Italie en compagnie de 2 camarades qui sont un peu plus âgés que lui. Le peintre d'origine flamande Jean-Bernard Duvivier, qui se rendait à Rome à son propre compte, et un camarade de celui-ci, le paysagiste et peintre d'architecture Pierre-Charles Baudrillon. Après 2 semaines de voyage, début mai 1790, il arrive en Italie par la Val de Suse et l'école du Mont-Cenis. Je l'ai indiqué sur ma carte avec une petite étoile bleue. Lors de sa descente vers la ville éternelle, de brefs arrêts à Turin, Milan, Parme, Bologne et Florence lui montrent un premier aperçu de la beauté d'un pays dont les paysages et les monuments semblent les frapper plus encore que les œuvres d'art qu'il y découvre. Dans une lettre écrite le lendemain de son arrivée à Florence, nous sommes donc à la mi-mai 1790, à son tuteur et père adoptif, le docteur Truazon, Girodet écrit en effet d'une façon qui pourrait paraître assez surprenante si on ignorait la passion de l'artiste pour les paysages et aussi son esprit un peu rebelle et anticonformiste. Ce pays me paraît encore plus agréable à voir que les richesses pittoresques qu'il renferme. Et quoique je sois très disposée à admirer toutes les productions de Gamètre, j'étais à portée de vérifier combien les relations de voyage sont souvent exagérées et combien en particulier M. Cochin, il parle évidemment de Nicolas Cochin et il fait référence au voyage d'Italie, guide de référence pour les voyageurs du XVIIIe siècle, combien en particulier M. Cochin doit paraître suspect dans ses jugements aux amateurs du vrai beau. J'ai vu plusieurs tableaux sublimes et vraiment dignes d'admiration, mais j'ai acheté ces plaisirs par la nécessité d'en voir une foule de médiocres et souvent très mauvais, quoique très vantés. La lecture des sources, et j'entends pour source les correspondances de l'artiste et les notes qu'il apporta plus tard au premier chant de son poème Le Peintre, publié posthume par son ami biographe Coupin, témoigne cependant d'un intérêt évident pour les collections d'art et pour les peintures des maîtres italiens et étrangers que l'artiste pouvait voir à cette époque dans ces villes en Italie. Elle documente par exemple l'attention qu'il porta pendant le voyage vers Rome au portrait de Van Dyck au Palais Royal de Turin ou à la scène de Léonard à Santa Maria delle Grazie à Milan, une peinture qu'il qualifia, je les cite, inimitable et animée par des beautés célestes. Mais aussi son intérêt pour la Madone de Saint-Jérôme de Corrège, une peinture qu'il qualifia de grâce, une peinture tant gracieuse qu'à la fois voluptueuse et chaste. Ou encore les martyrs de Sainte-Agnès de Dominicains, découverts à Bologne, dans l'église consacrée à la Sainte, une chef-d'œuvre immortale qui incite, et ce sont encore ces mots, au plus haut degré l'attendrissement, l'admiration et la terreur. Arrivé à Rome le 30 mai 1790, sa passion pour l'antique s'affirme avec force face aux collections et aux édifices romains. Dans une lettre écrite dans les premiers mois de son séjour romain à François Gérard, qui était un de ses anciens camarades dans l'atelier de David, il témoigne des lieux et des promenades où cette passion pour l'antique semble se nourrir. Le musée du pape, il écrit, est une collection immense d'antiques, la plus précieuse et la plus belle possible. Les Colisées, les temples de la paix et les ruines du palais des empereurs sont des monuments vraiment stupendi, écrits en italien dans les textes. À Rome, Girodet mène pendant 3 ans environ la vie d'un pensionnaire très indépendant, plutôt critique envers certaines rigidités de l'enseignement académique. Selon lui, les génies d'un artiste ne devraient pas être soumis à des normes d'éducation trop strictes, tout en reconnaissant la nécessité de l'académie de contrôler les progrès de ses pensionnaires, en exigeant d'eux des envois périodiques de travaux à Paris. Ils sent la pression d'un milieu culturel qu'ils trouvent trop enfermé et trop autoréférencié. Il loue
et ceci malgré les règlements académiques l'interdisent, il eut un atelier en ville. Il prend ses distances des autres pensionnaires, il se rapproche de plus en plus de l'architecte Charles Percier et du peintre paysagiste Jean-Pierre Péquignot, compagnon de nombreuses excursions à Rome et dans ses alentours, à côté desquels il développe déjà à cette époque une vraie passion pour les paysages, un genre de peinture que l'on considérait alors au sein de l'Académie comme mineur par rapport évidemment à la grande peinture d'histoire. Dans les carnets n'apparaissent pas des feuilles qui témoignent du travail en plein air que l'artiste conduisait à cette époque à côté de ses deux camarades. Un travail qui peut être documenté par exemple par une belle feuille du carnet de la Bibliothèque nationale, sur laquelle on reconnaît une vue de l'église des Santi Quattro Coronati à Rome. Mais on retrouve des dessins comme celui-ci, une vue d'une forteresse qui était évidemment inspirée par l'abbaye de Sant'Angelo Lì à Nilo, à Grottaferrata, donc au sud de Rome, mais qui montre clairement comme à cette époque l'artiste travaillait encore sous l'influence de son maître David. Ces genres d'études, en effet, sont des reconstructions lucides et rationnelles des paysages archétypes, caractérisés par un style très épuré, des architectures géométriques et une étude très attentive, rigoureux, presque cartésien, je dirais, de la lumière, qu'il faut rattacher à un type de paysage qu'on appelle désormais les paysages de la raison, paesaggi della ragione en italien, dont l'origine remonte, comme l'attestent les recherches de Anna Ottani Cavina, à l'entourage du deuxième séjour romain de David, qui date de 1784-1785, origine qu'il faut situer au sein de l'Académie de France à Rome. Bien que fragmentaires, les études d'après l'Antique qui sont contenues dans notre album semblent indiquer le désintérêt de Girodet pour l'étude systématique des chefs-d'œuvre de l'Antiquité et de maîtres anciennes qu'il pouvait voir à cette époque à Rome. Sa désinvolture envers l'enseignement académique et les protocoles des œuvres d'art à voir et à étudier explique sans doute pour quelle raison à Rome, au lieu d'aller étudier les grands modèles du passé, chose qu'il fait d'ailleurs sporadiquement, il se laisse guider seulement par ses propres intérêts et curiosités. Bien sûr, il ne néglige pas l'étude des chefs-d'œuvre de l'Antiquité, mais par exemple, on en retrouve des exemples sous des feuilles de l'album. Là, par exemple, je vous montre 3 feuilles de l'album où il réalise 3 copies d'après la même statue, donc les Dionyse Sardanapale, qui est une copie romaine d'après un original grec de la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, qu'on connaît par plusieurs exemplaires. Alors, ces copies sont d'abord tracées finement au crayon et sont ensuite reprises à la plume et après ils sont rehaussés avec vraiment facilité et aisance sur la vie. Et ils sont réalisés évidemment face à l'exemplaire antique et on pense pouvoir identifier cet exemplaire avec l'exemplaire du musée du Vatican, qui est tant une collection qu'il aimait énormément, car l'exemplaire du musée du Vatican est le seul, avec celui du musée du Capitole, qui présente les droits intègres. Girodet porte une attention absolument particulière, comme vous pouvez le voir, à la tête de la divinité. Il a reproduit des profils, il la reprend, il a reproduit des profils, il s'attarde finalement à définir, à rendre la chevelure longue et ondulée de son visage, chevelure qui est reprise autour donc de la tête par un filet. Et visage qui est évidemment caractérisé aussi par cette barbe fournie et stylisée, visage d'un personnage assez idéalisé, au regard doux et à l'expression sévère. Le même type de personnage, de tête, revient dans plusieurs Hermès, c'est-à-dire de bustes antiques surmontant un bloc quadrangulaire, représentant souvent les dieux Hermès coupés droit aux épaules, qu'on retrouve dans les carnets. Des modèles très proches de notre étude proviennent des collections Albani, sont toujours présentes à Rome et sont au musée du Capitole. Et c'est là probablement que l'artiste pourrait les avoir vus. D'autres dessins, exécutés sur d'autres pages du carnet, présentent des copies analogues d'après des modèles légèrement différents, cette fois-ci
probablement l'artiste s'inspire de piliers hermaniques surmontés d'une tête d'Hermès qu'il doit découvrir lors de ce passage promenade romaine. Voyez bien que sous la feuille de la Bibliothèque nationale, on lit Villa Medici. Ce sont quand même des typologies des visages qui inspirent énormément l'artiste dans ses travaux. On retrouve évidemment des dessins qui ne trouvent pas des correspondances exactes avec des modèles antiques, qu'il faut interpréter comme des réinterprétations libres de l'artiste à partir de ce modèle antique et qu'on retrouve finalement dans les œuvres de l'artiste qui sont envoyées à Paris depuis l'Académie de France. Là, vous avez l'Hippocrate refusant les présents d'Arthez qui porte en bas la signature Girodet, Rome, 1792. Plusieurs feuilles de l'album témoignent des copies d'après les maîtres que Girodet effectue à Rome à cette époque. Là, vous avez sous la gauche de la feuille une petite esquisse rapidement tracée au crayon qui est accompagnée à droite d'une étude de tête d'homme, tête bêche, sur laquelle je reviendrai plus tard. Pour l'instant, je vais m'arrêter donc sur l'esquisse que vous avez sous la gauche de la feuille, qui est une copie d'après une déploration du Christ, peinte sur cuivre par Annibal Carrache dans la partie centrale d'un tout petit tabernacle portatif qui ne fait que 37 cm de hauteur sur 24 de largeur, tabernacle donc du début du XVIIe siècle, que l'artiste, donc je parle évidemment d'Annibal Carrache, réalise en collaboration avec son atelier. Aujourd'hui, ce tabernacle il est conservé dans les collections de la Galleria Nazionale d'Arte Antique à Rome, mais à l'époque, il s'est trouvé dans la collection Torlonia, ce qui montre clairement que Girodet visitait également les collections des particuliers. Une autre copie, d'après les maîtres, qu'on peut toujours attacher au séjour romain de l'artiste, est la copie d'après la mort d'Adonis, peinte par Dominicain, au début du XVIIe siècle, dans la loggia du jardin du palais Farnèse à Rome. Là aussi, nous sommes avec un dessin tracé donc au crayon. Là aussi, on marque la main libre de l'artiste qui reprend cette figure de la fresque, qui est évidemment inspirée de l'antique, par un trait rapide, un trait extrêmement svelte, et restitue sous la feuille, je trouve, une figure qui a un naturalisme beaucoup plus accentué par rapport à la peinture. Évidemment, en regardant cette figure, on ne peut pas ne pas penser à l'Endymion, les chefs-d'œuvre réalisés par Girodet à Rome en 1791, pour être adressé, lui aussi, comme envoi à l'Académie de France à Paris. Bien qu'il manque dans notre ensemble de dessins du Louvre une feuille que l'on puisse vraiment considérer comme, par exemple, la très jolie feuille du carnet de la Bibliothèque nationale préparatoire pour la peinture. Là, vous voyez, vous reconnaissez une étude pour la figure des zéphyrs qui écarte les branches d'une riche végétation pour laisser filtrer la lumière froide, lunaire, qui éclaire dans la peinture les corps du jeune berger plongé dans les sommeils. Nous n'avons pas des études qui puissent être strictement rattachées au tableau, mais nous avons une feuille, une très belle feuille, que je tiens à vous montrer, où apparaît un jeune homme habillé à l'antique, s'appuyant sur un rocher au bord de l'eau. Alors, bien qu'il ne s'agisse pas d'une étude préparatoire, ceci est évident, ces dessins montrent quand même un homme immergé au milieu d'une nature florissante. L'atmosphère est sombre, rendue vibrante par de larges couches de la vibrant et noire, qui donnent une force picturale assez remarquable à ces dessins et à cette feuille, que, je le rappelle, est une toute petite feuille qui ne fait que 8 cm d'auteur sous 13 de largeur. Mais ce qui me frappe dans le possible rapprochement de la peinture, c'est le rendu de la lumière filtrant à travers les branches d'une végétation riche et luxuriante qui, sous notre feuille, Girodet rend à travers la représentation des rayons de la lumière qui sont restitués un par un, vous le voyez à gauche de la feuille, par des longs traits à la plume qui me poussent vraiment à voir ces passages filtrants de la lumière que je reconnais évidemment dans la peinture. Républicain convaincu, franc partisan de la Révolution,
Girodet quitte Rome à la suite de l'insurrection du peuple romain contre les Français et à l'assassinat de l'ambassadeur de France à Rome, Hugo de Basseville, donc après le 13 janvier 1793. Après avoir échappé par miracle au saccage du Palazzo Mancini, siège de l'Académie de France à Rome, Girodet s'enfuit rapidement à Naples avec un autre pensionnaire qui se trouvait comme lui au Palais Mancini au moment de l'assaut, le peintre paysagiste Jean-Pierre Péquignot. Arrivé depuis peu à Naples, fin janvier 1793, dans une lettre à Triozon, Girodet affirme vouloir déjà quitter la ville et se sent pas en sécurité dans la ville et réfléchit déjà comment continuer son voyage. Est-ce qu'il faut partir pour Florence, une ville qui paraît être moins hostile aux Français? Est-ce qu'il faut continuer le voyage vers le sud de la Calabre? Est-ce que c'est peut-être l'occasion de se pousser jusqu'à la Sicile? Mais à cause d'un état de santé plutôt précaire, l'artiste à Rome avait attrapé la syphilis, une maladie qui va conditionner tout son séjour en Italie. La volonté de découvrir Naples et la région de Naples, ainsi que d'autres facteurs contingents qui sont quand même une réalité, comme on dit, présente chaque jour dans la vie des artistes étrangers en Italie à cette époque, c'est-à-dire un perpétuel manque d'argent, un problème avec les documents de voyage, des problèmes de régularisation qui bloquent les artistes dans les différentes villes. Repousse, pour toutes ces raisons, il doit repousser à plusieurs reprises son départ. Alors, au moment de l'expulsion des Français du royaume de Naples, par décret du roi Ferdinand IV de Bourbon, donc nous sommes au 1er septembre 1793, Girodet obtient d'ailleurs plusieurs sursis à raison de sa maladie, qui lui permettent de prolonger son séjour à Naples, un séjour qu'il ponctue d'excursions, comme il raconte toujours dans ses lettres, excursions réalisées dans la campagne environnante Naples et qui les pousse jusqu'à Sorrente. L'artiste exprime à plusieurs occasions, à ces moments, son désir de ne se consacrer qu'à l'étude de paysage, une étude qu'il poursuit à côté de son ami Jean-Pierre Péquignot, qui était avec lui à Naples à cette époque. 3 feuilles de notre carnet témoignent de ce travail qu'il mène dans la campagne environnante Naples, exécuté à la plume avec un trait fin, un trait très élégant, un trait sans bavure. Ces feuilles présentent dans les fonds toujours les Vésuves fumants. Il nous a été impossible d'identifier avec certitude les lieux représentés dans ces vues. Parfois, deux éléments nous ont poussés à faire des suppositions, comme par exemple pour la feuille que vous avez à haut à gauche de l'écran, où on voit un aqueduc qui peut être identifié avec l'aqueduc Carolino, une puissante structure à 3 rangées d'arches construite entre 1752 et 1763 par Luigi Vanvitelli à la demande de Charles III de Bourbon. Mais évidemment, il ne s'agit que d'une hypothèse. Toujours à la période napolitaine, il faut rapprocher 2 feuilles du carnet où apparaissent des portraits de femmes aux longs cheveux, des femmes assises représentées dans différentes attitudes, réalisées par l'artiste à la plume avec grande assurance et rapidité, sans application de la vie. Vous voyez bien que pour élever les ombres, il s'applique à reporter sur la feuille des hachures, donc des hachures parallèles et croisées qui ont par endroits une évolution en zigzag. Je crois que là, nous sommes face à des portraits exécutés par Girodet dans les foyers du banquier franco-suisse Jean-Georges Méricoffre et de son épouse, la célèbre chanteuse d'opéra Celeste Coltellini. À Naples, et plus tard à Gênes, où la famille Méricoffre s'installe après l'expulsion des Français du royaume de Naples, la maison du couple Méricoffre était fréquentée par la haute société franco-italienne et internationale. Artistes, écrivains, musiciens, intellectuels, bourgeois et aristocrates éclairés étaient les hôtes de leurs soirées et bals masqués. Issu d'une famille d'artistes,
Son père, Marco Coltellini, était un célèbre librettiste. Sa sœur Annette était aussi chanteuse d'opéra. Et Costantina et Rosina, ses sœurs cadettes, étaient peintres. Celeste Coltellini, bien qu'elle ait arrêté sa carrière à la suite de son mariage avec Jean-Georges Méricoffre en 1792, restait la célébrité qui s'était produite sur les plus importantes scènes de l'époque. Elle avait chanté à la Scala de Milan, au San Carlo de Naples, également à l'Opéra de Vienne, où elle avait été invitée par l'empereur Joseph II d'Habsbourg. À Naples, les 4 sœurs Coltellini animaient un salon qui était fréquenté, parmi d'autres, par Lady Hamilton et par de nombreux Français réfugiés dans la ville après avoir été expulsés de l'État pontifical, parmi lesquels étaient aussi Girodet et son fidèle ami Péquignon. Girodet fut très proche de Celeste Coltellini à Naples et plus tard à Gênes, où il retrouva la famille Méricoffre en 1795, avant de rentrer en France. Passionnée de peinture, Celeste était aussi une discrète dessinatrice. Et c'est en train de dessiner devant un miroir que Girodet l'a portraiturée sur une très jolie feuille du carnet de la Bibliothèque nationale. Aujourd'hui, on connaît une dizaine d'albums de Celeste Coltellini. Des albums où apparaissent des esquisses, des compositions musicales, des notes, et qui a appartenu donc à la cantatrice. Et on sait que dans ces carnets, elle aimait évidemment dessiner ses propres inventions, mais elle aimait aussi copier d'après les œuvres de ses amis. C'est justement en cherchant dans les carnets de Celeste, pour ce que j'ai pu avoir, ils étaient tous en collection, sont pour la plupart en collection particulière, que j'ai eu une preuve qui conforte mon identification des figures représentées sur les feuilles de notre carnet avec les sœurs Coltellini. Dans une feuille de l'un des carnets de Celeste Coltellini, j'ai retrouvé en fait ce dessin, que vous voyez reprend exactement les dessins de Girodet, et Celeste Coltellini l'a noté en bas, Rosina Coltellini, donc il l'identifie avec sa sœur. À ces portraits, il faut absolument rapprocher d'autres portraits du carnet qui sont assez beaux, et l'un d'eux d'une fraîcheur encore aujourd'hui assez marquante. Dans les premiers de ces 2 feuilles, vous voyez au centre, vous avez 2 femmes coiffées d'un turban, les mains cachées dans un manchon, qui sont représentées accoudées. Dans la seconde feuille, vous avez donc une femme assise, des 3/4 vers la droite, habillée d'une ample tunique, reprise à la taille. Elle a les cheveux cachés sous un foulard noué. Et je me demande s'il ne pourrait pas s'agir du nouveau portrait de Celeste Coltellini, peut-être représenté pendant une séance de peinture en tenue de peintre, et peut-être portraituré à cette occasion par Girodet. En février 1794, Girodet décide de rentrer en France, et il décide de le faire via la Suisse en passant par Venise, où, comme il écrit à son ami le docteur Thiozon, il y a des grands modèles à voir. Le temps de se rétablir d'une petite rechute de sa maladie, il quitte Naples les derniers jours de mars. Il part alors pour Manfredonia, donc d'où il pense s'embarquer pour Venise. Le 1er avril, il est arrêté à mi-chemin dans la ville de Ariano Arpino, près de Benevento. Il est arrêté car on pense qu'il soit un révolutionnaire. Il est incarcéré pendant 15 jours. Alors, 2 feuilles de notre album sont sûrement en relation avec ces départs de Girodet de Naples en direction de Manfredonia et son arrêt à Ariano Arpino. Vous les avez à l'écran. Dans la première, que vous avez à gauche, vous lisez une liste de comptes de voyage au-dessus de l'esquisse d'une tête voilée. Alors, dans sa liste de comptes, on lit, tout début, on lit distinctement partie de N, entendre comme Naples, le 31 mars, et de Manfredonia, le 5 mai. Cette note, pas seulement confirme la date de départ de Girodet de Naples, qui est attestée par la lettre envoyée à Thiozon, mais documente aussi la date exacte de son départ de Manfredonia en direction de Venise. Et ça, c'est une donnée inconnue et inédite. La deuxième feuille, pour être identifiée,
d'une façon que je trouve très suggestive, avec cette vue du site de Ariano Arpino que Girodet était en train de dessiner au moment où il faut arrêter. En effet, on a une relation du gouverneur royal d'Ariano, M. Pietroli, qui affirme que Girodet, il était à peine arrivé dans la ville et était monté sur un petit promontoire qui était à côté donc de la ville, d'où on avait une très belle vue d'Ariano, de ses alentours et de ses montagnes. On lit à haut, à droite de cette feuille, à Ariano di Puglia. Et Ariano di Puglia, c'est l'ancienne dénomination de Ariano Arpino. Les autres annotations sont des annotations de couleurs, jaune verdâtre, gris d'or, vapeur, jaune doré, bleu, viol, vigoureux, qui font comprendre effectivement comment l'artiste aidait aussi sa mémoire par de petites aides-mémoire justement qu'il pensait reprendre par la suite une fois rentré chez lui. Arrivé enfin à Venise, le 21 mai 1794, Girodet ne repartira de la ville que fin janvier 1795. Après plusieurs mois passés à visiter les monuments de la lagune et les villes limitrophes. Villes limitrophes comme par exemple Padoue et les bains de Abano, où on sait qu'il fait une longue cure thermale. Après un court voyage d'études à Florence, entre mai et avril 1795, l'artiste, toujours malade, arrive à Livourne, où il s'embarque pour la ville de Gênes, là où il réside depuis 2 ans, son ami Gros. Et de là, il repartira ensuite pour la France, direction la Suisse. Les circonstances de la guerre rendront quand même son retour extrêmement compliqué. Mais à Venise, beaucoup sont les feuilles que l'artiste dessine. D'après des architectures, on voit effectivement, via les dessins du carnet, que l'artiste devait être vraiment émerveillé par les architectures et les monuments de Venise. Parfois, il fixe sous ses carnets les façades d'édifices célèbres, comme c'est le cas ici, où il reprend les façades des palais Manolesso Ferro et Cantarini Fasan, reliées par une étroite passerelle, un bijou de l'architecture tardo-gothique vénitienne. Alors, un palais qui était d'ailleurs assez célèbre en raison de la légende qui identifie ces palais comme l'habitation de Desdémone, victime de la jalousie d'Othello. Nombreux dessins de notre album portent sur Venise. Je peux dire d'ailleurs que l'ensemble les plus consistants des copies portent sur Venise et sont donc à rattacher surtout à une série de promenades réalisées par l'artiste sur les sites de la place Saint-Marc. La basilique Saint-Marc, le palais ducal, les campaniles de Saint-Marc et de très nombreuses vues que je n'ai pas pu montrer car elles sont exécutées avec un trait très léger au crayon et donc elles sont vraiment pas lisibles. C'était très très compliqué de pouvoir l'identifier. Mais des vues de la place prises de tous côtés, donc de 2 porches latéraux, surtout des Procuratio Vecchie et qui sont quand même, qui montrent bien comment il aimait aussi travailler sur certains cadrages et des vues bien particulières. Alors, bien que dans une succession très désordonnée, les pages de notre album nous permettent de comprendre vraiment les monuments visités par l'artiste. Alors disons que la basilique de Saint-Marc a été centrale et nombreuses sont les copies de notre album qui portent sur la basilique. Alors, ces copies nous permettent même de pouvoir reconstituer les parcours de la visite de Girodet. Alors, je l'ai tracé en rouge du portail majeur, le long du côté méridional de la basilique jusqu'au baptistère. Et en réalisant ce parcours, l'artiste s'attarde à reproduire les chefs-d'œuvre d'une antiquité qui était pour lui jusqu'à présent inédite à lui et à son environnement, qui était une antiquité d'origine médiévale et byzantine. Cette feuille est une feuille que j'aime définir une sorte de feuille palimpseste. C'est une feuille donc qui a été dessinée par Girodet alors qu'il était dans la basilique et les copies ont été réalisées, et ça sera chaque fois dans mes diapositives,
vraiment en correspondance de ces petits X rouges, croix rouges que j'ai voulu mettre pour les plans pour vous indiquer exactement où il s'est trouvé l'artiste au moment où il réalise la copie que vous pouvez voir sur la feuille. Alors, dans la moitié supérieure de cette feuille, Girodet reproduit la retombée droite de la voûte du vestibule de la basilique de Saint-Marc, qui est décorée avec des mosaïques du XIIIe siècle consacrées à l'histoire de Noé. Alors, c'est la retombée de la voûte qui longe donc les vestibules, qui longe l'entrée dans l'église à gauche. Alors, au-dessus de l'architave, vous le voyez dans les dessins, il essaie de transcrire de façon partielle, je dirais aussi assez fantaisiste, quelques mots de l'inscription qui apparaît donc sur les mosaïques, rédigées en latin médiéval qui mélange des paroles en grec moderne. C'est exactement l'inscription qui apparaît au-dessus de la dernière scène du cycle narratif où est représentée la sépulture de Noé. Toujours à haut, à gauche, on reconnaît la corniche de la calotte décorée d'une coquille qui se trouve donc dans cette partie de la retombée. Alors, Girodet était censé donc reproduire sur sa feuille la partie qui était à droite de la calotte. Donc, j'ai indiqué par un axe vertical la partie qui correspond à notre copie. Et vous voyez bien que si sous la feuille de l'album, les chapiteaux à gauche correspondent bien aux chapiteaux ornés de vignes sortant des cornes d'abondance de feuilles d'acanthe que vous avez donc dans cette partie de la retombée de la voûte. Les deuxièmes, celui à droite, ne correspond pas du tout aux chapiteaux mitoyens, mais il reprend plutôt les chapiteaux qui est à l'opposé de la retombée de la voûte, là où on reconnaît donc les motifs décoratifs par de feuilles d'acanthe très stylisées. Dans la moitié inférieure de la feuille, l'artiste réalise une copie d'après des chapiteaux byzantins qui sont très très célèbres, très très rares, très très précieux, qui sont des chapiteaux byzantins à aigles croisés et têtes de lion. Il nous reste un dernier chapiteau que cette fois-ci l'artiste voit à l'intérieur de l'église. Donc nous sommes vraiment dans la contre-façade, toujours dans cette partie de l'église, mais après l'entrée, donc à l'intérieur de l'église. Et vous voyez qu'on retrouve là ces types de chapiteaux avec des rameaux de vigne qui sortent d'un vase et qui est caractérisé par un abaque à entrelacs de goût arabisant. Et on voit au-dessus aussi l'esquisse d'une figure, soit un fond qui l'indique en or, qui est évidemment un rappel de mémoire pour les figures qui étaient exécutées en mosaïque au-dessus des colonnes à cet endroit. Entre réalité et fantaisie sont toutes les autres vues réalisées par l'artiste au sein de la basilique Saint-Marc. Là, vous avez des vues de la nef latérale sud de la basilique qui sont prises donc de la nef centrale. À chaque fois, je dirais qu'il y a une grande fidélité à l'architecture et en ce qui concerne les rendus, disons, de décors en mosaïque, une grande liberté est prise par l'artiste. Regardez la correspondance avec l'architecture, elle est effectivement indéniable, mais quand on regarde effectivement les esquisses de figures qui sont tracées sur la nef et qu'on voit tant à la retombée de la voûte que sur les paras latérales de la nef, vous voyez qu'il n'y a aucune correspondance entre les figures qui étaient réellement en place et celles qui ont été esquissées par l'artiste sous ces feuilles du carnet. On reconnaît toujours des vues qui sont d'un certain point de vue extrêmement fidèles et d'un autre point de vue absolument fantaisistes. C'est toujours comme ça, là par exemple, on se retrouve, vous voyez, je l'ai indiqué sur les plans, du côté de la chapelle des Saint-Clément qui prend de l'intérieur. Évidemment, il reproduit de façon extrêmement fidèle l'iconostase surmontée des 5 statues, mais ces statues ne correspondent à rien aux statues qui sont effectivement sur place.
Et encore également dans la feuille que vous avez sous la droite et qui prend une partie assez nichée de la nef du côté de la façade, où vous trouvez des correspondances, les niches avec des statues, mais des pures inventions comme les grands sarcophages en acrotère qui ne correspondent à aucun des sarcophages qu'on peut retrouver dans la basilique. Également, quand il termine sa visite dans la basilique de Saint-Marc, donc nous sommes du côté du baptistère, là aussi la reprise donc de l'espace est extrêmement fidèle. Au milieu, on reconnaît les fonds baptisimaux en bronze de Jacopo Sansovino qui sont malgré tout reproduits avec de grandes variantes. Vous le voyez dans les soubassements, dans les socles également. Chose encore plus étonnante sous la statue qui surmonte, donc qui n'a rien à voir donc avec la statue de Saint Jean-Baptiste qui est encore in situ. Alors, aucune esquisse sur la vue d'ensemble de bas-reliefs qui décorent donc les couvercles en bronze de fonds baptisimaux. Mais cette partie donc du décor de l'église intéresse énormément Girodet qui les reproduit en détail sous d'autres feuilles de notre album où on reconnaît vraiment toujours cette manière très fluide à la plume. Il saisit avec grande précision les compositions qui sont représentées dans les différents compartiments du couvercle et c'est toujours un travail d'interprétation, les figures deviennent plus élancées, elles ne correspondent plus au goût de l'artiste et ce qui l'intéresse est probablement le dynamisme de ses compositions. On suit Girodet aussi à la sortie du baptistère, une sortie qui aujourd'hui, hélas, est condamnée. Donc une sortie directement sur la piazzetta San Marco, donc la piazzetta sur laquelle donnent les palais ducales. Alors vous voyez que là, il représente une scène, je dirais, quotidienne avec des différents personnages sur la place, qu'il habille cependant à l'antique, devant ce pilastre, qui sont l'un des pilastres des Saint-Jean d'Acre, qui date du VIe siècle après Jésus-Christ, qui sont situés, aujourd'hui encore évidemment, à l'entrée du baptistère sous un flanc de la basilique. De là, la visite de Girodet continue au palais ducal. Alors, nombreuses sont les vues réalisées par Girodet au sein du palais ducal, et pas toutes sont impressionnantes et bien lisibles comme celles que je veux vous montrer maintenant. Alors là, vous voyez, la vue de Girodet correspond assez bien, ce sont des photos que j'ai prises sur place, à la vue qu'on peut avoir du chef-d'œuvre de la Renaissance, qui est l'escalier de Géant, du passage Foscari, donc cette arcade que de la place nous amène dans la cour du Palazzo Ducale. Donc cet très beau escalier avec au sommet les statues de Mars et de Neptune, chef-d'œuvre du Sansovino. Alors la vue que vous avez ici a comme une sorte de suite dans ces dessins qui montrent bien que Girodet monte finalement à haut, monte à l'étage et sous les porches il réalise d'autres vues en essayant effectivement de représenter des jolis cadrage qui encadre toujours les figures de la sculpture avec derrière l'architecture assez impressionnante que là aussi il reproduit toujours dans les décors, ils sont toujours reproduits ici aussi entre fidélité et fantaisie. D'autres feuilles du carnet nous montrent que la visite de l'artiste continue aussi à l'intérieur du palais. Alors là, vous avez une copie d'après les Jupiter chassant Lévis, peint par Véronèse, dans un compartiment du plafond de la salle des audiences du Conseil de 10 au palais des Doges à Venise, qui était donc situé au centre. Girodet a la chance de voir l'œuvre en place avant qu'elle ne soit prélevé par la Commission des Arts en 1717 pour être apportée au Louvre l'année suivante. Elle se trouve encore au Louvre et aujourd'hui, elle est remplacée sur place par une copie que je vous ai également reproduite à l'écran. Une feuille très particulière, car il s'agit d'une feuille en couleur exécutée à l'aquarelle,
relate d'une autre peinture que l'artiste voit à cette époque à Venise, une peinture donc de David Ténier le Jeune, une œuvre qui s'est trouvée autrefois dans les collections du musée des Beaux-Arts d'Anvers et qui a été volée en 1929. On en ignore aujourd'hui la localisation actuelle. L'inscription en haut du dessin dit David Ténier dans une galerie de peinture à Venise montre donc l'intérêt quand même vif de l'artiste pour les peintures qu'il pouvait voir en collection privée, qu'il pouvait voir en collection publique, en collection privée et également sur les marchés. Cette étude est la seule œuvre finie en couleur, exécutée à aquarelle de l'album, avec un autre dessin que vous avez à l'écran, qui est évidemment une reprise d'après la Fornarina di Sebastiano del Piombo à Florence, aux Offices. Alors, cette œuvre, il faut rappeler qu'à l'époque, était exposée aux Uffizi, elle était exposée à la tribune des Offices comme un portrait de la Fornarina, mais exécuté par Raphaël. Alors, cette copie fait partie d'un ensemble des copies, d'après les maîtres l'antique, assez riches, exécutées par Girodet quand il s'est trouvé à Florence, après avoir quitté Venise en mars 1795. Ce sont des copies que l'artiste réalise surtout dans la galerie des Offices. Et je pense que Vicard, qui était un ancien camarade d'atelier de l'artiste chez Vicard, mais qui vivait alors dans la ville et travaillait à reproduire en gravure les chefs-d'œuvre des galeries de Florence et du Palazzo Pitti dans un très grand ouvrage en 4 tomes qui ne sera terminé qu'en 1807, dut assez les renseigner sur les œuvres peintes et sculptées qu'il fallait absolument voir dans les collections de Médicis. La relation entre les deux artistes existe. Elle existe dès les premiers passages de Girodet à Florence, au moment de sa descente vers Rome, et aussi que David avait recommandé l'artiste à Vicard comme son brillant élève qui allait se rendre à Rome à la suite de l'obtention du prix de Rome. Parmi les feuilles de notre album, nous avons plusieurs dessins qui reproduisent des chefs-d'œuvre des collections des Offices, comme ici l'enlèvement de Fille de Lucipe, qui est représenté sous la cuve d'un sarcophage. Vous voyez seulement un motif convié, en réalité il y en a deux. Il y en a un quand même très légèrement esquissé sous la droite, qui reprend l'enlèvement de l'un des filles de Lucipe. C'était évidemment un sarcophage très très célèbre. On en retrouve une autre copie au Louvre aussi dans les carnets de notre artiste Proudhon, réalisé bien avant, donc à la fin des années 80. Mais ce que je veux souligner, c'est que pendant ces visites dans les galeries florentines, Girodet s'arrête devant tout ce qui les tente finalement, des bustes, comme ici par exemple, dans cette copie qui reprend donc selon un angle visuel qui lui permet de fixer sur la page ce qui réellement l'intéresse de cette sculpture, à savoir donc la tête et également ce détail de la broche fixée sous l'épaule qui retient les riches drapés. Et même, chose qui m'a assez frappée, la particularité de pli en triangle de la chemise qui apparaît sous la cuirasse. L'intérêt de l'artiste vers les chefs-d'œuvre porte aussi sur d'autres œuvres de l'Antiquité, d'une Antiquité différente, qui n'est évidemment pas l'Antiquité gréco-romaine, mais un concept de l'Antique assez large qui reste quand même très frappante. Là, on a une copie, au-dessus donc d'une étude assez naturaliste d'après une tête des cygnes, d'une statue cube, la statue cube de Ptamose III, grand prêtre du temple de Ptah à Memphis, une pièce maîtresse des collections des antiquités égyptiennes ayant appartenu aux Médicis, qui constituait d'ailleurs vraiment un bijou des collections florentines.
Plusieurs feuilles de l'artiste montrent un intérêt pour des œuvres que j'ai qualifiées de mineures. Nombreuses sont des copies d'après des hôtels antiques qu'il faut rattacher donc du premier siècle de la romantique, premier, deuxième siècle. Donc des hôtels qui sont, donc on connaît énormément d'exemplaires, on connaît tellement d'exemplaires qu'il a été très compliqué de pouvoir effectivement aller identifier les modèles qui a retenu l'attention de Girodet. Mais quelquefois, il s'agit d'œuvres plus intéressantes, plus importantes, comme par exemple ici, où vous voyez, il réalise sur des feuillets qui aujourd'hui sont dans deux parties lointaines de l'album, des copies d'après les deux côtés d'un hôtel funéraire, qu'il faut identifier avec l'hôtel de l'Arès d'Auguste. Et là aussi, très frappant, l'artiste peut être très fidèle dans la reprise des motifs et après, et on le voit surtout quand on va analyser dans les détails sa reprise de l'inscription en bas donc de l'hôtel. Là, il devient quand même assez fragmentaire. Il reprend des mots, il saute d'autres lettres et donc il indique juste la présence de l'inscription qui ne relève pas dans sa feuille. Sous ces feuilles copiées d'après l'antique, des offices, apparaissent souvent aussi des détails qui sont pris d'après des peintures, comme ici par exemple la tête du Saint Évangéliste qui apparaît à gauche du Salvator Mundi de Fra Bartolomeo dans les collections des offices. Là, l'identification a été plutôt simple, c'est marqué, il y a une notation, c'est marqué Fra Bartolomeo, évidemment, chose qui revient aussi sous d'autres feuilles, comme par exemple cette feuille reprend la figure féminine aux longs cheveux qui apparaît donc à gauche du tableau de Ridolfo del Ghirlandaio où est représenté Saint Zénobie ressuscitant un enfant écrasé par une charrette tirée par des bœufs. Mais d'autres fois, les annotations sont trompeuses, comme par exemple ici. Ici, on se retrouve avec deux détails qui sont repris de deux peintures différentes et la notation indique Alli Carmini à Florence. Or, ces deux copies sont reprises d'après deux peintures, vous les avez à l'écran, Botticelli et également Filippo Napolitano, qui sont conservées dans les collections des offices et qui se trouvaient dans les collections des offices à cette époque. Peut-être une erreur, peut-être il s'est trompé, peut-être il y avait une indication aux gens à apporter sur cette feuille. Plusieurs feuilles de l'album sont à dater entre les débuts du séjour de l'artiste à Venise et son séjour à Florence en 1795. Ce sont deux feuilles qui relatent d'escapades réalisées par l'artiste à cette époque en Émilie-Romagne, entre Faenza, Ravenna et Ferrara. À partir d'un ensemble de dessins, des trois dessins avec des vues des vallées, des montagnes et des sources au caractère vraiment très pictural, réalisés en plein air, et à partir d'une annotation qui figure sur l'une de ces vues, donc c'est les dessins à haut à gauche, on lit à Fognano, je peux effectivement identifier une série de dessins que je vais vous montrer tout à l'heure. Fognano, c'est un lieu-dit de Brisighella, une petite ville à côté de Faenza, à côté de Ravenna. Je peux identifier donc dans notre carnet une vue de la ville de Brisighella, dans laquelle Girodet reprend les tours rondes du château depuis les bourgs médiévales qui est situé donc au pied du piton rocheux qui abrite la forteresse. Alors, je vous montre une détrompe assez modeste, mais de la première moitié du 19e siècle, réalisée par un artiste local, qui me permet quand même d'affirmer que Girodet est plutôt fidèle dans la vue qu'il réalise. Il représente assez fidèlement la ville avec la place qui accueille les palais municipaux. Je peux identifier aussi d'autres lieux
qui sont assez célèbres dans ces territoires à côté des Ravenne, et en particulier donc des vues d'église que j'ai pu rapprocher, car ils sont une vue de l'église depuis l'extérieur et l'autre depuis l'intérieur, dans laquelle l'artiste représente montre donc la Pieve del To, qui était donc encore un joyau de l'architecture médiévale. Et regardez quand même, malgré les quelques variations qu'il y a eu forcément au cours de temps sur la façade, la fidélité de sa vue pour la vue depuis l'extérieur, mais encore plus pour celle reprise depuis l'intérieur. Alors, j'ai aussi 2 feuilles que je peux quand même étudier et les mettre en relation avec une escapade à Ferrare qui est documentée par ces dessins. Alors, la passion pour la littérature de Girodet est bien connue, et c'est sûr que c'est cette passion qui les poussa à visiter la célèbre maison de l'Ariosto à Ferrare, les grands poètes de la Renaissance italienne. Alors là, dans l'esprit didactique, regardez, dans la première feuille, il reprend donc l'inscription en terre cuite qui apparaît dans l'attique de la façade de la maison du poète, dans laquelle il exprime l'essence que les dieux soient propices à cette maison de l'Arioste telle que jadis à celle de Pindare. Et dans la seconde, vous voyez, il reprend cette inscription que j'ai indiquée entre 2 traits orange, qui est une autre inscription qui est posée donc sur la frise qui sépare les 2 étages, dans laquelle on lit une autre inscription latine, dans laquelle il y a une autre augure: petite maison adaptée à moi, non tributaire de ce que ce soit, non modeste et pourtant achetée uniquement avec mon propre argent. Ces feuilles ne font que confirmer la passion pour les classiques de la littérature italienne de Girodet, qui est confirmée évidemment aussi par les sources. À Rome, dès l'automne 1790, l'artiste développe une vraie passion pour les classiques. Dans sa bibliothèque, on sait qu'il y avait les Roland Furieux, il y avait la Divine Comédie de Dante Alighieri, il y avait aussi la Jérusalem libérée de Torquato Tasso. Un dernier exemple de dessin, ce sont les copies de l'album qui apparaissent à l'identique dans les carnets italiens de Gros qui sont conservés au département des arts graphiques. Je parle en tout d'une dizaine de feuilles. Alors, ces dessins sont à reconnaître, comme l'a fait Maria Teresa Carracciolo, comme des résultats des recherches et des travaux que les 2 artistes menèrent ensemble quand Girodet, malade, quitte Florence pour Gênes, où il retrouve son ami Gros qui l'accueille chez lui. Et nous sommes en début mai 1795. Le séjour de Girodet à Florence dure très peu, car l'artiste, dont la maladie ne fait que s'aggraver, décide de rentrer en France, et il le fait en passant pour Gênes, en pensant s'embarquer par la suite par là vers la France. Mais les circonstances de la guerre l'obligueront à passer pour le nord de l'Italie et par la Suisse. Parfois, les feuilles de cet ensemble se différencient d'une façon absolument frappante. Regardez les 2 feuilles qui sont sur la gauche, reprennent les mêmes motifs, mais on reconnaît aisément les styles linéaires, élégants, précieux, très soigneux de Girodet, et les styles plus impétueux, plus libres et plus picturales de Gros. Mais il n'est pas toujours facile de comprendre lesquels des 2 artistes a copié l'autre. Voilà, quelquefois, et ce sont donc les 2 feuilles que vous avez à droite, c'est la chronologie du voyage des 2 artistes en Italie qui aide à comprendre qui a été les réalisateurs des dessins et qui a copié l'autre. Alors là, vous avez donc une vue de l'église de San Floriano à Montefiascone. Les 2 dessins sont vraiment très proches. On peut faire un jeu de différence, très difficile d'aller effectivement décerner des variantes. Alors, on sait que Girodet pourrait être allé à Montefiascone alors qu'il se trouvait à Rome, donc entre 90 et 93. Quant à Gros ne passera par Montefiascone qu'en 97, donc à cette époque, il ne connaît pas toute cette région du Lazio, et donc il est fortement probable que ce soit lui qui, à Gênes, au moment où il s'échange les carnets, copie d'après une vue réalisée par l'artiste. Mais il y a aussi une autre hypothèse qui est finalement d'imaginer que les 2 artistes aient copié en même temps ensemble d'après une illustration reproduite, une gravure, dans l'une des guides de voyage de l'époque.
Dernière diapositive de ma présentation, là vous avez encore 2 feuilles du carnet. Vous voyez, en haut, vous avez donc les dessins comme il apparaît dans notre album du Louvre. En bas, les dessins de l'un des carnets des Gros. Alors là, vous avez 2 dessins qui ont été réalisés en assemblant des têtes différents, éparpillées, dans la scène de la résurrection du fils de Théophile, peinte par Masaccio et achevée par Filippino Lippi à la fin du XVe siècle. Alors, la composition, dans les 2 cas, a été réalisée en isolant, extrapolant, reconstituant, selon un ordre nouveau, les têtes des différents personnages de la scène. On voit bien que par rapport au dessin de Gros, sous la feuille de Girodet manque une figure. Et la figure est la figure donc, qui est coiffée de Mazzocchio, c'est couvre-chef florentin du Quattrocento, que Girodet a pourtant copié sur une autre feuille de l'album du Louvre. Alors mon impression, c'est finalement que ce soit Gros qui a vu les 2 copies réalisées par son ami et qu'il a eu, probablement en raison d'une place qu'il avait sous sa feuille, et eu l'envie de les assembler dans sa composition. Alors, est-ce que Girodet aurait composé ces figures à Florence lors de son séjour de la ville? Est-ce qu'il aurait copié quelqu'un d'autre qui avait réalisé cet assemblage? On ne peut pas le savoir. Mais quoi qu'il en soit, ces compositions frappent par leur originalité et attestent, comme les autres dessins que je vous ai montrés, d'un travail qui est toujours d'interprétation et de réécriture du modèle qui va bien au-delà d'un simple record de composition générale. Pour conclure, j'ose espérer que cette présentation a pu vous montrer la grande richesse de l'album d'Italie de Girodet. Un album qui témoigne de l'esprit vif, curieux, du regard libre et émancipé de l'artiste, qui esquisse, annote et reproduit sur les feuilles de son carnet tout ce qui suscite son intérêt. Rentré à Paris après 5 ans et demi d'absence, après avoir parcouru l'Italie de long en large, Girodet n'oublia jamais ses voyages initiatiques, animés de paysages, œuvres d'art et expériences de la vie dont les souvenirs, comme il le disait lui-même, je cite, réchauffent l'imagination jusqu'au dernier âge de la vie. Je vous remercie.